Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur les fonctions affines. Donc c'est le dernier chapitre que j'enseigne à mes élèves cette année. Alors donc notre chapitre est fait sur trois parties, sur trois paragraphes. Donc je vais commencer par faire quelques définitions et faire quelques rappels. On va parler ensuite de sens de variation d'une fonction affine et enfin comment déterminer le signe d'une fonction affine. Alors c'est parti, on va commencer par le petit 1. Donc on va définir ce qu'on appelle une fonction affine. Donc une fonction f qui est définie sur R, donc ça c'est important, une fonction affine toujours définie sur R, est une fonction affine si et seulement s'il existe deux réels, m et p, tels que, pour tout réel x, donc f de x égale mx plus p. Alors en gros, ce qu'on comprend de cette définition, c'est que dès qu'on a cette forme-là, dès qu'on a une fonction qui est définie par une expression égale à m fois x plus p, avec m et p de nombres réels, on dit que cette fonction f est une fonction affine. Alors, je vais donner deux cas particuliers. Parce que si m et p sont de nombres réels, c'est qu'ils peuvent valoir 0. Donc, je vais prendre le cas, le premier, où p vaut 0. Donc, si là-dedans, je remplace p par 0, je vais obtenir f de x égale m fois x. Donc, c'est ce que je mets là. J'obtiens f de x égale m fois x. Et on ne va plus l'appeler une fonction affine, enfin, on pourrait bien sûr, mais on va dire qu'il s'agit d'une fonction linéaire. Alors, dans ce cas, on dit que f représente une situation de proportionnalité. Et le coefficient de proportionnalité est le nombre m, c'est le nombre qui est juste devant x. Alors pourquoi on dit ça? Donc on dit qu'une quantité est proportionnelle à une autre. Donc la quantité f est proportionnelle à x parce que je multiplie x par m. Donc on va voir ça dans des exemples. Alors le deuxième cas, donc si cette fois je prends m égale 0, et donc 0 fois x, ça va valoir 0, comme x est un réel. Et donc 0 plus p, ça va valoir p. Donc dans ce cas-là, f de x va être égal à p uniquement. P qui est un nombre réel. Et donc on dit que f est une fonction constante. Parce que m, ça va être moins 2, 5, 7, ça va être un nombre quelconque. Mais comme c'est un seul nombre, donc on dira que f sera constante. Donc elle ne va jamais changer. Que je prenne x égale 20 ou 1 milliard, donc ça sera toujours égal à p. On va voir des exemples. Alors l'exemple 1. Donc là, je vais vous faire remarquer que j'ai une fonction f dont l'expression est définie par, ou dont l'expression est donnée par, f de x égale moins 2x. Alors, est-ce que vous remarquez qu'il manque quelque chose? Est-ce que ça ressemble à mx plus p, par exemple? Ça ressemble, oui. On a m fois x, mais est-ce qu'on a le plus p? Donc, comme on n'a pas plus p, enfin plus un nombre, on dira que p vaut 0. Donc, on est dans le premier cas. On dit que p vaut 0. Donc, si vous trouvez que la vidéo va vite, faites pause et revisualiser ce qu'on vient de dire. Donc, comme p vaut 0, on dit que f donc, est une fonction linéaire et que ça représente une situation de proportionnalité. On va déterminer son coefficient m. Donc, est une fonction linéaire et f représente une situation de proportionnalité dont le coefficient de proportionnalité est m égale, m c'est le nombre collé à x, c'est le coefficient de x, donc c'est moins 2. Donc, il faut prendre le moins. Donc, m, ça sera tout ça. Je donne un deuxième cas. Si je prends g de x égale moins 4, donc vous remarquez bien que dans l'expression, il n'y a pas de x, il n'y a que moins 4, qui est une constante. Donc on est dans le deuxième cas de cette remarque. Donc on a m égale 0, et donc pour nous, g de x, ça vaut p. Pour nous, p ici, dans ce cas, c'est moins 4. Donc on dira que g est une fonction constante sur R. Donc dès qu'il y a m, pardon, il n'y a pas m, on dit que la fonction est constante. Dès qu'il n'y a pas p, on dit que la fonction est linéaire. Donc vous avez deux cas particuliers. Alors je donne un troisième cas qui est le cas principal. Donc j'appelle ma fonction h qui est définie par h de x égale moins 4x plus 1. Donc cette fois j'ai m, j'ai p. Donc il s'agit d'une fonction affine qui est définie sur R avec m égale donc moins 4, c'est le coefficient de x, et p égale 1, c'est la constante restante. Donc voici les trois cas possibles. Donc soit on a p égale 0, dans ce cas-là, on n'a que m, donc on dit que la fonction est linéaire, qu'elle présente aussi une situation de proportionnalité. Deuxième cas, si m égale 0, dans ce cas-là,
on a que P, et donc la fonction est constante. Et enfin, quand il y a M et P, bah, ça sera une fonction affine, tout simplement. On donne M, c'est le coefficient de X, P, c'est la constante restante. Alors, on va parler maintenant de sa représentation graphique, enfin la représentation graphique plutôt d'une fonction affine. Et ça, je vais vous dire que ça a été fait avant le confinement. Donc on avait vu le chapitre équation de droite, et donc là on va voir le lien entre les deux. Donc je commence à lire la propriété. Donc le plan est muni d'un repère OIJ, donc en gros on va tracer un repère OIJ. La courbe représentative de la fonction affine f, qui est définie par fx égale mx plus p, et, regardez bien, ça on l'a déjà fait, et la droite d'équation y égale mx plus p. Ça aussi, ça a été fait. Donc on avait vu cette forme-là, y égale mx plus p. Donc je vais donner un exemple. Donc l'exemple sert à tracer la représentation graphique d'une fonction affine. Donc c'est parti, ça sera la méthode. Donc je présente par exemple cette fonction-là, f, qui est définie par f de x égale 2x moins 1. On commence par identifier m et p. Donc on voit bien qu'on n'a pas une fonction linéaire ni constante. Donc on a m et p. Donc m c'est le coefficient de x, c'est 2. P c'est la constante restante, moins 1. Alors pour tracer une droite, il nous faut, comme j'écris ici, 2 points. Ça a été fait avant. Donc la représentation graphique de cette fonction a pour équation donc y égale 2x moins 1. Et pour tracer une droite, il nous faut 2 points. Je rappelle comment on fait. Donc on va choisir 2 valeurs au hasard pour x. Donc 2 valeurs quelconques, celles que vous voulez. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre 0 et 3 comme moi. Donc moi j'ai pris exemple 0 et 3. Alors si x égale 0, je vais remplacer là-dedans x par 0 ou là-dedans, c'est la même chose. Donc je vais faire 2 fois 0 moins 1, donc vérifier les calculs. 2 fois 0 moins 1, ça fait moins 1. Ensuite, je vais remplacer x par 3, donc je vais faire 2 fois 3 moins 1. Donc ça fera 2 fois 3, 6 moins 1, ça fait 5. Ça nous fait un mini tableau avec les coordonnées de 2 points. Donc le premier point, il a pour abscisse 0 pour coordonnée moins 1, c'est ce que je mets ici. Le deuxième point pour coordonnées 3, 5. Donc l'abscisse 3, l'ordonnée 5. Donc, je vais mettre dans un repère, j'ai pris un repère orthonormé. Donc j'ai placé mes points, 0, moins 1, 3, 5. Puis je prends ma règle et je relie les deux. Et ça fait ma représentation graphique. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ou pour mes élèves à me renvoyer des mails si vous avez d'éventuelles questions, bien sûr. Et moi, je passe à la suite. Donc je vais donner les deux cas particuliers. Donc comment représenter graphiquement une fonction linéaire et une fonction constante. Donc la droite représentant une fonction linéaire passe par l'origine du repère, donc ça c'est important. Une fonction linéaire, je rappelle, si p vaut 0, donc si on a m fois x uniquement, et donc on nous dit dans ce cas que la droite va forcément passer par l'origine du repère. On va faire un dessin. Puis, si j'ai une fonction constante, donc ça veut dire que m égale 0, donc cette droite sera forcément parallèle à l'axe des abscisses. On va donner des exemples. Donc, l'exemple 3 est le suivant. Donc, je vais donner deux fonctions f et g. Donc, toutes les deux définies sur R. F donné par l'expression f de x égale 2x. G, sa fonction définie sur R par g de x égale 3. Donc, vous remarquez bien, dans le premier cas, on n'a pas p. Donc, on n'a que m fois x. Dans le deuxième cas, on n'a que p. On n'a pas m fois x. D'accord? Donc là, elle est linéaire. Là, elle est constante. C'est ce que je rappelle ici. Donc f est linéaire car p égale 0. Sa représentation graphique est, il manque le déterminant, et la droite passant par l'origine du repère est une droite passant par l'origine du repère, pardon. Et g de x égale 3, comme c'est une constante, on verra que sa représentation graphique est parallèle à l'axe des abscisses. C'est parti, on va commencer par f. Donc on sait que la courbe de f passe par l'origine du repère, c'est pour ça au niveau de l'origine j'ai mis un point bleu. Donc on a déjà un point, et pour tracer une droite, il nous faut un deuxième point. Donc comme tout à l'heure, pour avoir un deuxième point, je vais prendre une valeur quelconque de x. J'ai pris exemple 3, et dans l'expression de f, j'ai remplacé le x par 3. Donc je vais faire f de 3 égale 2 fois 3, et 2 fois 3, ça fait 6. Donc j'ai placé mon deuxième point de coordonnées 3, 6. Puis je prends ma règle et je relie les deux points. Et voici la représentation graphique de cette fonction linéaire.
Donc elle passe, comme vous le remarquez, par l'origine de repère. Ensuite, on va s'attaquer à la fonction g, qui est une constante. Donc sa droite représentative est une droite parallèle à l'axe des abscisses. Pardon. Donc elle sera parallèle à cet axe-là. Et qui passe par le point d'ordonnée 4. Donc je me mets sur l'axe des ordonnées au niveau 4. Au niveau de 4, pourquoi 4? Parce que j'ai g de x égale 4. Et au niveau de ce point, je vais tracer la droite qui est parallèle à cet axe-là. Voilà. Donc CG, c'est la représentation graphique de la fonction g. Elle est parallèle à l'axe des abscisses. Et donc ce sera ça nos deux cas particuliers. Donc le premier cas particulier, une fonction linéaire, sa représentation graphique passe forcément par l'origine du repère. Si j'ai une fonction constante, sa courbe représentative est une droite parallèle à l'axe des abscisses, donc parallèle à cet axe-là. Donc n'hésitez pas à faire pause pour relire tout ça correctement. Puis je passe à la suite. Donc on va s'attaquer à M, on va voir comment on peut trouver M, comment on peut trouver P, etc. Donc je vais commencer par donner une propriété. Donc si j'ai une fonction f qui est une fonction affine, donc définie par f de x égale mx plus p, alors pour tout réel a et b, tel que a est différent de b, si je veux calculer m, ben on a cette formule-là. Donc m, il a un nom, il s'appelle coefficient de proportionnalité des accroissements. Donc c'est juste un nom. D'accord? Mais comment le déterminer? C'est là. Donc on fait f de a moins f de b divisé par a moins b. Et attention, j'ai déjà vu des erreurs. F de a, ça veut dire l'image de a par f. Ça veut dire dans l'expression de f, je vais remplacer le x par a. Pareil pour b. Et attention, il ne faut surtout pas faire f fois a et f fois b. Attention. Ok, bon, on va faire des exemples de toute façon. C'est parti. Alors dans cet exemple, on nous donne une fonction g, on sait qu'elle est affine. Et le but, c'est de trouver son expression. Vous voyez, je n'ai pas son expression. J'ai ni m ni p. Et donc le but, c'est de déterminer m et p, en ayant uniquement donné ceci. Tout ce qu'on sait, c'est que g de 2, c'est égal à moins 1, et g de moins 3, ça vaut 9. D'accord? Donc lisez bien l'énoncé, donc faites pause si ça va vite, encore une fois. Le but, c'est de chercher l'expression, donc c'est déterminer m et p. Et cet exercice, ça a été fait avec les droites, avec les équations de droite. Bah, ça ressemble un peu, c'est parti. Donc si je veux calculer m, j'ai appliqué cette formule. Donc notre fonction ne s'appelle pas f, mais elle s'appelle g. Mais ça va être la même formule. Pour nous, A, c'est 2, B, c'est moins 3. Pourquoi je choisis 2 et moins 3? Parce que les seules données que j'ai sont là. Donc je comprends que A, c'est 2 et B, c'est moins 3. Bien sûr, on peut inverser, on peut choisir B égale 2, A égale moins 3. Mais si on inverse A et B, il faut les inverser en bas aussi, attention. On garde vraiment cette formule-là. Donc f de A moins f de B divisé par A moins B. Donc c'est parti, on va calculer. Donc g de 2, encore une fois, je refais la remarque, g de 2, c'est pas g fois 2, ça veut rien dire g fois 2. G de 2, c'est l'image de 2 par g. Et l'image de 2 par g, elle est donnée, c'est moins 1. Ça aussi, g de moins 3, c'est pas g fois moins 3, mais l'image de moins 3 par g. Ça veut dire 9. C'est parti, je vais remplacer. Donc je remplace g de 2 par moins 1, je l'ai fait en rouge, regardez bien. Moins, le moins je l'ai remis en noir parce qu'il n'intervient pas dans les valeurs ici en bleu et en rouge. G de moins 3, c'est 9. Donc j'ai remplacé le rouge par le rouge, le bleu par le bleu. Après, je fais mes calculs. Donc moins 1, moins 9, ça fait moins 10, vérifier. D'ailleurs, je n'ai pas parlé du plus en bas. J'ai 2 moins moins 3. Et quand j'ai moins et moins, ça fait plus. Donc 2 plus 3. Et 2 plus 3 font 5. Donc je vous laisse vérifier tous ces calculs. Et moins 10 divisé par 5, ça fait moins 2. Donc on a trouvé m. Donc dans cette expression, je peux remplacer m par moins 2. Ce qui fait g de x égale moins 2x plus p. Donc pour l'instant, on n'aura trouvé que m. Il va falloir retrouver la valeur de p. Donc c'est parti. Pour ça, je vais rappeler une des données. Donc je vais prendre par exemple g de 2 égale moins 1. J'aurais pu utiliser g de moins 3 égale 9. Ça donnera exactement le même résultat. Bon, moi, j'ai pris exemple g de 2 égale moins 1, ce que j'ai ici. Ok. Donc dans cette expression, je vais remplacer le x par le x, donc par 2. Donc ça va me faire moins 2 fois 2 plus p. Alors si vous voulez faire vous-même les calculs, faites pause.
faites les calculs, vous prenez une feuille, puis vous remettez la vidéo. C'est parti, moi je vais continuer. Donc je vais remplacer x par 2. Je vais obtenir moins 2 fois 2 plus p égale moins 1. Ok. Alors moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Donc moins 4 plus p égale moins 1. Le but, je rappelle, c'est de retrouver la valeur de p. Et donc on va isoler p. Pour isoler p, il va falloir annuler le moins 4. Pour annuler moins 4, on fait des deux côtés, plus 4. D'accord? Donc c'est pour ça que j'ai mis moins 4 et plus 4 en bleu. Donc pour annuler moins 4, je fais plus 4. Et moins 1 plus 4 font 3. 4 moins 1, ça fait 3. Donc j'aurais trouvé m et p. Donc finalement, je vais remplacer m par moins 2, par sa valeur, p par sa valeur. Et donc j'aurais trouvé l'expression de g. Donc voici un exemple, on utilise le coefficient de proportionnalité m. Donc n'hésitez pas à faire pause, relisez tout correctement. Et moi je passe à la suite. Alors, une petite interprétation graphique, c'est plutôt un rappel, c'est pour ça que j'ai mis dans le petit un rappel, parce que ça a été fait dans le chapitre équation de droite. Donc soit la droite représentant la fonction affine f de x égale mx plus p, enfin définie par fx égale mx plus p. Je me mets sur cette droite et je prends deux points A et B, deux points importants non confondus. Pour qu'on puisse avoir la droite D, il nous faut deux points non confondus. Pour trouver m, je rappelle la formule, c'est les ordonnées, la différence des ordonnées divisée par la différence des abscisses. Donc YB moins YA sur XB moins XA. C'est ça la différence des ordonnées. C'est ça. Et là, la différence des abscisses. Bon, M s'appelle le coefficient directeur de la droite D. Ça, c'est vraiment que des rappels. Ça a été fait dans le chapitre équation de droite. P, on l'a appelé l'ordonnée à l'origine de la droite D. Et pour le lire, on prend le point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Et la valeur ici, lui ici, ça sera la valeur de P. Bon, ça, c'était juste un rappel si jamais vous avez une lecture graphique à faire. Donc ici, ça sera toujours P. Pour trouver M, il faut prendre deux points et faire YB moins YA sur XB moins XA. Bon, ça, je passe vite là-dessus parce que ça a été fait plusieurs fois. On passe au grand 2. Donc on va parler de sens de variation d'une fonction affine. Donc en gros, on va avoir une fonction affine. On aimerait savoir si elle est croissante, si elle est décroissante, si elle est constante. C'est parti, donc on va lire la propriété. Donc on va avoir trois cas. Bah là, ici, j'ai eu la place que pour deux cas, le troisième sera après. Donc c'est parti. Donc je dis que f est une fonction affine définie sur R. Sa droite représentative s'appelle D dans un repère OIJ. Donc, premier cas. Donc la fonction affine f est constante sur R. Ça, on l'a déjà vu ce cas. Si seulement si m égale 0. Donc dès que vous remarquez que vous avez m égale 0, il n'y aura rien à faire. Vous direz directement que votre fonction est constante et la question est finie. Le deuxième cas, cette fois par contre, on dit que f est strictement croissante si et seulement si m est strictement supérieur à 0. Donc si m est strictement positif, on dira que f est strictement croissante. C'est tout. Il n'y a aucun calcul à faire ni rien. Donc dès que vous remarquez que m est strictement positif, on dira que f est strictement croissante. Si on vous demande de dresser le tableau de variation sur R, donc on se mettra entre moins l'infini plus l'infini, et on fera une flèche croissante, strictement croissante. C'est tout. Troisième et dernier cas. Donc on a vu m égale 0, m supérieur à 0. Il nous reste m strictement négatif. Donc on dit que f est une fonction strictement décroissante, cette fois sur R, si et seulement si m est strictement négatif. Et dans ce cas, le tableau sera sous cette forme-là. F sera strictement décroissante. Et on représente ça avec une flèche strictement décroissante. Et je vais donner un exemple. Donc je prends la fonction qui s'appelle g, qui est définie par g de x égale moins 2x plus 3. Donc pour trouver le sens de variation de g, on s'intéresse à m, je rappelle. Donc m, c'est le coefficient de proportionnalité des accroissements. Bon, c'est un nom assez long, on va dire m. Ici, m, c'est moins 2. Et comme il est strictement négatif, on est dans le troisième cas.
Donc je dirais que G est strictement, pardon, M est strictement négatif, donc G est strictement décroissante sur R. N'oubliez pas de mettre sur R, on travaille sur R à chaque fois. Donc n'hésitez pas à faire des questions, soit par commentaire, soit par mail pour mes élèves. Et moi je passe à la suite. On va s'intéresser au dernier paragraphe. Donc, comment déterminer le signe d'une fonction affine. Alors ça aussi avec mes élèves, ça a été fait quand on faisait les tableaux de signes. Alors, je lis quand même la propriété, puis on fera un exemple, ça sera beaucoup plus parlant. Alors, premier cas, si m est égal à 0. Donc si on prend notre fonction affine, il n'y a pas tout ça. Donc m vaut 0, donc 0 fois x, ça fait 0, et donc il va rester p. Donc, comme il va rester p, donc si p est positif, on dira que f est positive. Si p est négatif, on dira que f est négative. Et c'est ce que je vous dis là. Donc si m égale 0, alors f de x est du signe de p. Donc dépend du signe de p. Enfin, elle a le signe de p, tout simplement. Donc si p est positif, f est positif. Si p est négatif, alors f est une fonction négative. Alors par contre, si m est différent de 0, donc on va voir ce type de tableau-là. D'accord? Donc on va faire un exemple, ce sera plus parlant. Donc je vais prendre une fonction, bon, je l'appelle g, encore une fois. J'ai pris g de x égale moins 2x plus 3. Donc là, on remarque qu'on a m, on a p, donc on sera obligé de faire le deuxième cas. Donc m, il est différent de 0. Donc c'est parti, on va chercher quand est-ce que g s'annule. Donc on va mettre g de x égale 0, ça veut dire moins 2x plus 3 égale 0. Je vais isoler le x, donc je vais annuler le plus 3 en faisant moins 3. Puis je vais annuler le fois moins 2 en faisant divisé par moins 2. Donc je vais faire moins 3 divisé par moins 2. Moins 3 divisé par moins 2, ça fait 3 sur 2. D'accord? Ou 1,5 si vous préférez. Alors on sait que m ici, il est de signe négatif. Donc m, c'est moins 2. C'est ce que je vous mets ici. Il est inférieur strictement à 0. Alors le signe de f de x est donné par le tableau suivant. Donc dans la première case, avant 3 demi, vous voyez le 3 demi, je le mets au milieu, ici. Je mets le 0. Avant le 3 demi, je mets le signe contraire de m, le signe contraire de moins. Le signe contraire de moins, c'est plus. Donc dans cette case, je mets toujours le signe contraire de m. Une fois j'ai mis ce signe, dans cette case, je mets le signe de m, donc moins. Donc là, ça sera toujours le signe contraire de m, le signe de m. Donc n'hésitez pas encore une fois à mettre soit des commentaires, soit à m'envoyer des mails pour d'éventuelles questions. Alors je donne une petite remarque, parce que trouver le signe d'une fonction affine, on peut l'interpréter aussi graphiquement. Donc si j'ai une fonction affine f, qui a une représentation graphique, une droite D. Donc c'est ce qu'on avait vu avant. Alors, la position relative de la droite D par rapport à l'axe des abscisses, ça veut dire quoi ça? C'est que j'ai l'axe des abscisses c'est l'axe horizontal, pour nous c'est souvent le cas, c'est l'axe horizontal, et j'aimerais savoir si ma droite elle est au-dessus de l'axe des abscisses ou en dessous de l'axe des abscisses, c'est ça la position relative, ou est-ce qu'elle coupe l'axe des abscisses? Donc on a trois positions possibles, c'est soit au-dessus de l'axe, soit en dessous de l'axe des abscisses, soit elle traverse l'axe des abscisses. On va faire un exemple pour mieux comprendre. Donc je reprends l'exemple précédent, le tableau de signes qu'on avait ici, je l'ai recopié comme il est. Donc la fonction g vaut moins 2x plus 3. On a trouvé que g était positive entre moins l'infini et 3 demi, négative entre 3 demi plus l'infini, ou plutôt sur l'intervalle 3 demi plus l'infini. On va interpréter ça graphiquement. En gros, pour tout réel inférieur à 3 demi, pour tout x là-dedans, inférieur à 3 demi, ça veut dire avant 3 demi, dans cette case-là. G elle est positive, d'ailleurs j'aurais dû mettre un plus en bleu, bon, vous le comprendrez. Donc dans cette partie, comme j'ai un signe plus, ça veut dire G est strictement positive. Donc la droite D est située au-dessus de l'axe des abscisses. Donc sur cet intervalle-là, entre moins l'infini et 3 demi, donc sur l'intervalle moins l'infini et 3 demi, si je trace la droite de G, elle sera forcément au-dessus de l'axe des abscisses, car G est positive. Deuxième point, je vais cette fois me mettre sur l'intervalle 3 demi plus l'infini, donc si x est supérieur à 3 demi strictement, donc si je suis là, supérieur c'est à droite de 3 demi, sur cette partie G est strictement négative, c'est ce que je vous mets là, G de x est inférieur strictement à 0, donc la droite D est en dessous de l'axe des abscisses.
Donc sur l'intervalle 3 demi plus l'infini, la droite sera forcément en dessous de l'axe des abscisses. Et qu'est-ce qui se passe ici, là? En 3 demi, g de 3 demi, ça fait 0. Et alors, D passe par l'axe des abscisses, où l'axe des abscisses, la droite D, se coupe au point de coordonnées 3 demi, 0. D'accord? 3 demi, 0, c'est le 3 demi qui est là, le 0 qui est là. Sinon, on peut l'interpréter dans le tableau. 3 demi, c'est le x, et ça, c'est g de 3 demi. Quand je remplace x par 3 demi, je trouve 0. Donc, ça vérifiait tout ça. Donc, voici donc quelques explications concernant le chapitre fonction affine. Donc, n'hésitez pas à me renvoyer des mails ou des commentaires si vous avez des questions. Donc, la vidéo va s'arrêter là-dessus. Au revoir.